Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour une nouvelle série de vidéos. On va s'intéresser dans cette série qui aura une fréquence pas forcément très assidue à tout ce qui est attrait au conteneur, mais tout ce qu'on ne voit pas ou tout ce qui est l'envers du décor, qu'on va dire. Donc on va s'intéresser à l'historique des conteneurs, c'est l'objet de cette première vidéo. On verra le chroute, les cgroup, des petites choses comme ça, comment finalement le conteneur qui devient un petit peu la norme. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, de manière un petit peu comment dire, à enlever le voile sur ce que peut être les conteneurs, c'est-à-dire une sorte de forme d'abstraction, une couche logique qui en fin de compte, derrière, on peut peut-être avec le temps commencer à ne plus trop savoir ce qui se passe derrière. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'historique, plutôt à l'histoire des conteneurs, et pour ça, j'en reviens à l'histoire vraiment, et aux conteneurs physiques, ce qui s'appelle les conteneurs intermodaux ou intermodales. Donc le but, c'est de faire le parallèle entre les conteneurs dans le transport de marchandises et les conteneurs au niveau de l'IT, de l'informatique. Donc c'est l'origine tout simplement du conteneur et de Docker. Alors le conteneur, c'est quoi? C'est le support, c'est-à-dire c'est l'enveloppe dans laquelle on va mettre des choses. Et Docker, si on prend Docker qui est une technologie, un conteneur runtime, hein, il y a il existe d'autres conteneurs runtime. Docker a servi plutôt à populariser l'utilisation du conteneur et heureusement qu'il était là pour ça. Donc Docker, lui, c'est le Docker, le manutentionnaire qui, dans l'histoire, étaient plutôt des esclaves qu'autre chose. Donc les conteneurs, donc au sens marchandises, avant c'était donc avant 1933, c'était des transports de biens de manière hétérogène avec des sacs, des barils et du vrac. Donc si on va sur Google, qu'on met conteneur, non on va mettre port, marchandises, manutention, on va mettre dans les années 1900, voilà, on va mettre quelque chose comme ça, on va mettre les images, et finalement, voilà. Auparavant, c'était plutôt ce genre de choses. Donc on avait des barils qui étaient transportés, on avait des choses plus hétérogènes encore que ça, hein. Donc si on descend un petit peu, est-ce qu'on voit? On avait des sacs aussi. On avait donc tout ça était la manutention se faisait principalement à dos d'homme, hein. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur du travail avec souvent plutôt de l'esclavage derrière qu'autre chose. Donc quelque chose qui n'était pas forcément très très évident, pas de standardisation, le passage délicat en fait. Donc si on amenait ces marchandises par camion, derrière il fallait faire décharger le camion, poser ces marchandises-là, les stocker, puis les recharger, ce qu'on continue à faire, mais à l'époque c'était quand même, donc là si on prend le cas des barils, un par un, le transport un petit peu de manière délicate et difficile. Donc ça c'était donc les gros inconvénients, une manutention difficile, donc avec des dockers qui étaient principalement des esclaves à une époque, qui faisaient donc du chargement à la main. Ça procurait une lenteur assez importante entre le chargement et le déchargement, une perte de place aussi, hein, puisque quand on mélange les choses qui sont déposées sur les bateaux, finalement on perd de la place assez facilement et du coup on ne peut pas charger en hauteur un bateau comme on peut le faire maintenant avec les porte-conteneurs. Donc une perte de place, un stockage délicat, puisque derrière ça imposait de charger les choses comme il fallait, hein. Quand on a des sacs comme ça, il faut bien les charger sur les bateaux pour éviter des déséquilibres, pour éviter aussi de perdre trop de place, donc c'est pas forcément très évident. Et puis un impact, ce que je vous disais, entre les différents changements de mode de transport, là, il y a une petite typo, de transport. Donc si on passe ici du camion au bateau, il faut prendre des sacs un par un, et donc en fin de compte cette opération on la répète plusieurs fois et elle n'est pas simple, du coup on perd énormément de temps. Donc après 1933 est arrivée l'idée du conteneur intermodal. Donc si vous allez sur Google, c'est assez sympathique de prendre conteneur intermodal, voilà.
Et dessus, donc vous pouvez aller voir sur les pages web, hein, vous allez retrouver ici une page Wikipédia qui est assez sympathique. Le conteneur intermodal, c'est celui qu'on connaît maintenant un peu tous, qui est synonyme de mondialisation. Donc il a été créé autour de 1933 à peu près, hein, après la crise de 29. C'est un peu lui qui a facilité la mondialisation moderne, puisque ça a facilité le transport de marchandises et donc le transport de cette marchandise d'un pays à un autre, etc. Il a été créé donc je crois que c'est dans les années 1967, autour de là, le bureau international du conteneur, qui est je crois à Paris d'ailleurs et qui existe toujours, qui a permis de standardiser la création des conteneurs avec notamment une norme ISO. Alors là je vous ai mis des chiffres qui sont un peu arrondis, mais si on regarde sur Google, hop, on va retrouver ça assez facilement. Conteneur intermodal, dimension. Il y a des dimensions, des standards. Alors ceux-là, c'est plutôt des moyens. Voilà, les dimensions, c'est un peu la dimension un petit peu standard. Donc 12 mètres de long, 2 mètres 69 de large, 76 mètres cubes, une hauteur de une largeur. Donc on a un carré hein, de 2,58. Donc une forme assez standard, voilà, qu'on retrouve ici. Ceci, hop, voilà, on retrouve ça assez classiquement. Donc ça a permis donc de créer ces fameux standards. L'avantage c'est quoi? C'est d'une part un gain de place, puisque derrière du coup on a pu beaucoup plus charger les bateaux. Donc si on met et entreposer les choses même en dehors des bateaux, entreposer ces conteneurs au port, ça a été beaucoup plus facile. Si on met porte-conteneur, hop, voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est chargé de ce goût-là. On va faire autrement parce que là c'est un peu embêtant. Hop, view image, voilà. Donc si je zoome un petit peu, donc ça a permis de charger, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus homogène, donc beaucoup plus sécurisé, une meilleure gestion de l'équilibre au niveau du bateau aussi. Donc ça facilitait pas mal de choses, facilitait aussi du confort puisque ces conteneurs, c'est ceux qu'on retrouve sur les routes. Donc là on va retrouver comme ça. Conteneur camion, hop, voilà. Et donc là finalement c'est ce qu'on retrouve sur les routes quand on a un camion de ce type qui transporte un conteneur. Donc on peut passer d'un mode à un autre très facilement, une vitesse de chargement-déchargement, puisqu'en fait donc nos sacs, nos barils, tout ce qu'on avait avant peut être maintenant entreposé dans le conteneur un petit peu en vrac, peu importe le mode, et derrière être transporté par des grues pour passer d'un mode à un autre. Donc c'est très très facile de charger et décharger. Et ça permet du coup de passer d'un mode à un autre. Donc on a des combinaisons camion, bateau, camion, péniche, etc. Le passage à l'IT, donc on se retrouve avec un pendant une similarité avec l'IT, avec un décalage dans le temps bien sûr. Avant l'IT c'était quoi? C'était des livraisons sous différentes formes également. Donc on avait les barils, les sacs, c'est un petit peu pareil. On avait des TAR GZ, des binaires de différents formats, des jars, etc. Des dépendances, ça c'est la plus grosse difficulté, des dépendances au support, donc des dépendances au mode de transport un petit peu quelque part, suivant qu'on passait du bateau au camion, donc suivant qu'on passait de tel OS à tel OS, on avait des difficultés avec des dépendances au niveau des librairies, des versions des librairies, des paquets, donc de fortes difficultés avec des nécessités de se coordonner avec la personne qui allait livrer la chose pour dire voilà, toi tu le livres mais de quoi dépend l'outil que tu me fournis. Donc là il fallait faire une définition du livrable, avoir vraiment les éléments, les versions, et ça facilitait pas forcément les choses, et puis un stockage aussi de manière un peu hétérogène. Donc dans des répertoires, sur des machines dédiées à cela, stocker des entrepôts de code, donc chacun avait un petit peu sa méthode pour le faire. Après, donc c'est plutôt arrivé, on va dire entre la phase de 2008 à 2013, dès que les conteneurs ont commencé à sortir. Donc 2008 c'était la création de Linux Container, 2013 on va dire c'est le début avec Docker, 2014 LXD, etc. A émergé donc au fur et à mesure l'Open Container Initiative qui lui a créé un standard. Donc là si on fait ici Open Container Initiative,
toc, c'est un standard. Vous avez même donc le dépôt GitHub, voilà, ici. Le dépôt GitHub qui explique les standards. Donc on retrouve par exemple RunC, on retrouve d'autres choses. Donc c'est assez sympathique à parcourir. Vous avez quand même un petit peu les règles de l'art en la matière. Donc c'est assez sympa. Ça a été établi donc à l'origine grâce à Docker et puis ensuite ça a évolué au fur et à mesure de la participation des différents acteurs. Le livrable donc c'est devenu donc une image, pas un conteneur mais une image. Le conteneur c'est autre chose, donc là c'est un petit peu la différence avec le conteneur de marchandises. Donc finalement le conteneur de marchandises, son équivalent c'est quoi? C'est une image qui est donc le livrable, c'est cette image qui embarque elle ses dépendances. Donc attention, ça ne veut pas dire que ça évite les dépendances, ça génère une autre problématique, c'est-à-dire que ces images elles doivent être mises à jour pour suivre les mises à jour, par exemple de sécurité de ces images, donc des librairies qui sont dedans, etc. Ça veut dire donc un petit peu de changement de pratique, mais voilà, c'est un livrable. Derrière, ça veut dire aussi une abstraction de support, qu'on soit dans le cloud, hors cloud, sur VM, sur machine physique. Donc voilà, ça génère une abstraction de support, donc ça a permis aussi l'émergence un peu plus facile du cloud que l'on connaît à l'heure actuelle. Ça permet aussi d'avoir un stockage facilité avec les fameuses registries de conteneurs, donc la Docker Registry notamment, avec donc la possibilité de stocker ces images comme elles ont un standard ces images, hein, donc elles sont décrites avec un format JSON, etc. Ça on y reviendra. Du coup, on peut les stocker avec des outils qui respectent ces normes et ça facilite grandement les choses. Ça va être GitLab, ça va être une registrie Docker, ça peut être d'autres outils. L'orchestration aussi, alors du coup l'orchestration de conteneurs mais qui se base sur toujours ce livrable qui est l'image. On a Compose, Swarm, Kubernetes et là l'avantage du coup c'est de rendre les choses, de faciliter les choses. Donc voilà un petit peu l'origine du conteneur qu'il faut garder toujours un petit peu en tête et au moins avoir vu une fois ou avoir fait le parallèle une fois pour bien comprendre les choses. L'avant, l'après et l'intérêt des uns et des autres. Alors j'en oublie sûrement, c'est une liste que j'ai dressée un petit peu rapidement, mais il faut avoir ça en tête pour bien comprendre l'intérêt des images et toujours garder l'idée qu'une image c'est un livrable et derrière donc se fixer des règles par rapport à ces images, se fixer aussi des procédures de mise à jour, c'est important. C'est important parce que les images ne règlent pas tous les problèmes non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus. N'oubliez pas le Tipeee. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.